luxe. Alors, jusqu'où l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le monde du luxe et le quotidien des employés des maisons? Est-ce qu'elle va remplacer un jour les équipes créatives? Est-ce que le client va demain pouvoir dialoguer avec un conseiller virtuel? C'est le sujet de notre table ronde. Bonjour à tous, ravi d'être de retour parmi vous à Tech for Retail. Et je vois le monde dans la salle, merci de votre présence. Je m'appelle Mathilde Emerlet, je suis associée au sein du cabinet Bain & Compagnie et en charge du pôle luxe pour la France. Alors, pour la 3e édition de notre étude Luxe et technologie, en partenariat avec nos amis du comité Colbert, on s'est penché cette année sur l'avenir de l'intelligence artificielle dans le luxe. Et c'est une question assez épineuse. Pourquoi épineuse? Parce qu'à premier abord, luxe et IA sont profondément antagonistes. Quand on pense IA, c'est la course vers le futur, c'est la vitesse d'exécution, la puissance, alors que le luxe s'ancre beaucoup plus dans l'héritage et dans l'élégance du temps suspendu. L'IA, c'est aussi l'artifice, alors que le luxe est beaucoup plus dans l'authenticité. Et enfin, quand on pense à IA, on pense aussi à des gains de productivité et à l'efficience, alors que le luxe est plus dans le raffinement de l'expérience avec le client. Alors, comment est-ce que le luxe crée son propre modèle? Antagonisme, certes, il y a, mais notre étude prouve 2 choses. La première, c'est que la vague d'intelligence artificielle arrive vraiment. On a interviewé les maisons du comité Colbert sur des cas d'usage qu'elles avaient déployés dans le luxe. Sur les 20 cas d'usage qu'on a testés dans notre étude, en moyenne, les maisons avaient déployé 1,5 cas d'usage. Donc le point de démarrage est assez bas. Et pourtant, elles en ont plus de 6 dans le pipeline, c'est-à-dire soit en pilote, soit en planification avancée. Donc la vague arrive et la vague commence. Et en même temps, le luxe a défini des zones de légitimité de l'IA qui sont extrêmement spécifiques
très différente de ce qu'on peut voir dans d'autres domaines B2C, comme par exemple les services financiers ou le retail de masse. Un chiffre là-dessus, 70% des maisons qu'on a interviewées n'ont pas l'intention de mettre des outils d'intelligence artificielle directement dans les mains de leurs clients, aujourd'hui ou demain. Alors, comment créer son propre modèle dans les standards et dans les codes de l'industrie du luxe pour en faire un vrai levier de création de valeur? Merci à nos 4 invités d'exception d'apporter leur lumière sur le sujet. Et je vais commencer par présenter le représentant ultime du luxe français, Bénédicte. Bénédicte Épinay, après une carrière journalistique, tu as pris le prestigieux rôle de CEO du Comité Colbert. Le Comité Colbert, c'est la voix du luxe français pour partager la même passion des savoir-faire et puis faire rayonner le luxe français hors de nos frontières. Et avec nous aussi, on a le grand honneur d'avoir 3 grands experts de l'IA dans les plus grands leaders du luxe, Richemont, Chanel et LVMH. Thomas, je commence par toi. Thomas, ta carrière est dans le monde du luxe, de l'horlogerie et de la joaillerie, avec une expérience opérationnelle dans plusieurs maisons de joaillerie, horlogerie, au sein du service client, du retail et des opérations. Tu as pris un virage progressif vers le monde de la data et de la tech en devenant Chief Data Officer de Cartier et depuis un peu plus d'1 an, tu as élargi ton périmètre à tout le groupe Richemont. Nicolas, toi, tu as baigné dans l'innovation technologique au service du business depuis le début de ta carrière, d'abord en tant que consultant dans les médias. Tu es passé dans le milieu corporate chez Solocal avant de te tourner vers le monde du luxe, d'abord chez Kering pour transformer la fonction IT et depuis un peu plus d'1 an chez Chanel en tant que CIO de la division mode. Et enfin, Gonzague de Piret, toi, après 15 ans de CEO, a développé une expérience omnicanale dans le monde industriel. Tu as rejoint le groupe LVMH depuis un peu plus de 3 ans, d'abord dans le monde de la beauté chez Sephora et puis depuis un peu plus de 18 mois au groupe en tant que Chief Omnichannel et Data Officer. Alors merci à tous les 3. Je vais commencer, ma première question sera pour toi Bénédicte. Toi, le comité Colbert est aux premières loges de l'évolution de l'industrie et de l'adoption de nouvelles technologies. Quel regard portes-tu sur l'alliance de l'IA et du luxe ? Merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, ça fait 3 ans qu'on fait cette étude avec tes équipes sur le rapport entre luxe et tech. Et très légitimement, cette année, on a décidé de mettre le focus, après l'an dernier avoir fait une étude que je vous invite d'ailleurs à retrouver sur le site du Comité Colbert, sur la boutique du futur. Cette année, on a décidé de se focaliser sur l'intelligence artificielle avec un titre qui est déjà lui-même un oxymore, puisqu'on parle de révolution discrète. Alors, tu l'as dit, le luxe n'a pas été un early adopter en matière d'intelligence artificielle comme l'ont été la beauté ou les services financiers. Il n'empêche que, et on va en parler plus tard, il y a maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans que les grandes maisons ont adopté les outils d'intelligence analytique. C'est vrai que l'intelligence artificielle générative marque une forme de ligne rouge qui, pour le moment, n'est pas dépassé, mais j'en profite quand même pour détricoter au passage quelques idées reçues sur le long laquelle nos maisons ne seraient pas modernes au sens technophile du terme. J'y tiens beaucoup, parce que pour ma part, c'est précisément parce que nos maisons sont modernes qu'elles ont su passer les années. Et au Comité Colbert, on a la moitié de nos maisons qui sont nées sur la première partie du 19e siècle. Et si elles sont arrivées jusqu'à nos jours, c'est précisément parce qu'elles ont su se réinventer non-stop. Et alors, tu parlais d'une opposition supposée entre vitesse d'exécution et héritage, mais précisément, l'intelligence artificielle permet déjà ou va
permettre de plus en plus aux créatifs dans les maisons d'accélérer, par exemple, la visualisation 3D de leurs croquis. Donc on voit bien que là, il y a une possibilité. Tu parles d'opposition entre l'artifice de l'intelligence artificielle versus l'authenticité, mais demain, les outils d'intelligence artificielle nous permettront très certainement d'accélérer l'authentification dans la lutte contre la contrefaçon, par exemple. Et puis tu évoques l'opposition entre l'efficacité apportée par l'intelligence artificielle versus le raffinement du service. Mais quand une maison, demain ou aujourd'hui déjà, reconnaît son client et est capable de lui apporter un service plus raffiné, là on est bien dans le domaine de la sophistication extrême prônée par nos maisons. Donc opposition, mais pas tant que ça finalement. Alors, tu mets le doigt sur les enjeux business de l'IA. Si on prend un pas de recul, 2024, c'est la première année depuis 15 ans, hors 2020, période du Covid, où le marché des biens personnels de luxe est stable, hors effet taux de change et en légère décélération. Alors, pas de panique, absolument pas. Cette décélération, cette normalisation après une période d'euphorie, on l'anticipait depuis bien longtemps et déjà depuis 2023. Mais cette stabilité, elle cache un élément assez important, c'est que depuis 2 ans, le luxe a perdu 50 millions de ses clients, ce qui représente un peu plus de 10% de sa base client initiale il y a 2 ans, en se coupant d'une partie de la base de clients aspirationnels. Et on peut se poser la question de savoir si l'IA peut aider et peut supporter le retour à la croissance et la réconciliation avec une partie des clients qui se sont soit éloignés du monde du luxe ou en tout cas qui consomment moins. Alors, regardons déjà en boutique. Thomas, on va regarder et où en est-on aujourd'hui de la personnalisation de la relation entre client et vendeur, ce qu'on appelle le clienteling. Et est-ce qu'il y a des nouvelles avancées powered by AI qui sont dans les cartons et pas seulement pour les clients du haut de la pyramide? Merci Mathilde pour la question. Bonjour à tous. Alors comme tu le sais, Mathilde, le clienteling, ce n'est pas une activité récente pour nous et je dirais qu'on a commencé à équiper nos équipes en boutique d'outils que je qualifierais de contemporains autour du milieu des années 2010. Et par outils contemporains, je parle d'une plateforme transversale à l'échelle du groupe qui regroupe des capacités aujourd'hui standards pour gérer cette relation client-vendeur, c'est-à-dire la vue 360, c'est-à-dire le suivi des interactions ou encore le suivi de nos activités marketing. Ça veut dire qu'avant l'IA, on a commencé par quelque part unifier nos technologies et proposer encore une fois cette plateforme standard à l'ensemble de nos collaborateurs. Et c'est ensuite poser bien sûr la question de comment optimiser les interactions, comment faire en sorte que l'on interagisse au bon moment avec le bon contenu et bien sûr potentiellement avec le bon support. Et c'est là pour moi que l'IA a potentiellement un avantage. Et avant de parler de cet avantage, j'aimerais vous donner un peu de contexte. On est au sein du groupe Richemont, et je pense que Cartier est un excellent exemple, plutôt des maisons de hard luxury. Ça veut dire que nos interactions par définition avec nos clients sont en moyenne, je dirais, éparses. Et cette discrétion, elle est, je crois, appréciée de nos clients. Donc on n'a pas du tout l'intention d'aller utiliser l'IA pour augmenter le nombre d'interactions. Par contre, dans un cadre où justement ces interactions sont diffuses, si j'ose dire, il est parfaitement logique de se poser la question comment les optimiser. Et c'est là, encore une fois, où on a un intérêt à aller utiliser des approches avancées et donc à base d'intelligence artificielle pour s'assurer que quand on interagit bien, on interagit au bon moment et on interagit avec le bon contenu. Et dès la fin des années 2010, on a du coup commencé à développer nos propres modèles d'intelligence artificielle. Alors pour vous en citer quelques-uns de façon non exhaustive et qui je pense ne seront pas surprenants, on parle de segmentation client, on parle de scoring, on parle aussi de recommandations produits. Et les résultats de ces modèles sont intégrés à nos outils de clienteling et quelque part supportent nos vendeurs en boutique dans leur prise de décision. Ça veut dire qu'à aucun moment on a bien sûr remplacé nos vendeurs ou remplacé la relation client-vendeur, on a simplement
augmenter nos équipes en boutique avec des outils plus contemporains qui leur permettent encore une fois une prise de décision peut-être accélérée, voire même un peu meilleure. Et bien sûr, on garde en tête que nos clients sont uniques et le rôle de nos vendeurs, c'est de faire en sorte que l'expérience donnée à nos clients est unique. Alors pour parler un peu de Generative AI, c'est vrai que ces modèles d'IA entre guillemets standards évoluent naturellement et c'est le rôle de nos équipes de data science aujourd'hui de s'assurer que l'on gagne progressivement en précision, alors en précision marginale aujourd'hui. Et du coup pour moi, la vraie valeur demain n'est pas de continuer avec effort de faire évoluer ces modèles, mais plutôt d'utiliser l'IA générative sur des tâches que nous ne savions pas couvrir à date. On a beaucoup d'activités, notamment dans nos boutiques, qui sont entre guillemets des activités de back-office, qui sont nécessaires pour opérer, si j'ose dire, mais qui prennent du temps, et qui prennent du temps à nos collaborateurs, et qui de fait prennent du temps que nous ne pouvons pas consacrer à leur relation client. Et je crois que c'est là où on a un terrain de jeu qui est très significatif dans l'usage de l'intelligence artificielle générative, parce qu'on va pouvoir simplifier, accélérer, remplacer des tâches à faible valeur, et de fait augmenter nos équipes pour qu'elles se concentrent justement dans la relation client plutôt que sur ces tâches nécessaires, mais encore une fois à faible valeur ajoutée. Et comme tu le sais, c'est exactement ce genre de sujet que nous sommes en train d'explorer aujourd'hui. Très clair. Nicolas, quand on parle de la relation vendeur et client, est-ce qu'il y a des partis pris spécifiques en termes d'utilisation de l'IA ? Alors, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et donc, nous le considérons, certes, il est un petit peu particulier, mais nous le considérons comme tout autre outil. Et on en explore les possibilités pour soutenir notre métier, servir notre ambition. Et malgré tout, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a une certaine prudence par rapport à son utilisation, dans la mesure où, et on n'est pas les seuls, la plupart des entreprises s'interrogent, et la société en général, mais dans la mesure où, pour nous, le luxe, on perçoit potentiellement des fondamentaux qui ne s'alignent pas. Le luxe, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'unique. On est dans l'unique, dans l'authenticité, dans l'exceptionnel. On fait en sorte que l'affirmation de la singularité que va rechercher nos clientes puisse s'exprimer. Et pour ça, ça fait appel à de la liberté de choix, la liberté de faire, de défaire, d'expérimenter, de s'essayer. Et au final, d'exercer son libre arbitre. A l'inverse, quand on regarde comment fonctionne l'intelligence artificielle, on s'aperçoit que ce sont des approches systématiques, plus ou moins systématiques. On part de l'exécution de routines à travers des modèles, des moteurs de règles, jusqu'à des systèmes neuronaux qui vont s'appuyer sur beaucoup de données, et ces données elles-mêmes, on va les prééduquer, c'est-à-dire les encadrer. Donc là, on a une première interrogation philosophique. Est-ce que ça peut servir à notre ambition ? Et quand on regarde en plus notre activité, Thomas le mentionnait, le luxe a peu de volume, donc peu de data. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des modèles qui sont peu efficaces, voire qui n'aient pas des taux d'erreur acceptables. Donc très clairement, notre objectif est de faire en sorte que la relation humaine soit au centre de notre stratégie client, que la connexion émotionnelle ne soit pas remplacée par l'IA, mais bien animée par nos collaborateurs vis-à-vis de nos clientes. Et si on va un cran plus loin, c'est encore plus flagrant dans la création, puisque la création, par nature, il serait difficile de remplacer la sensibilité humaine, de remplacer le processus intuitif, voire la vision du créateur par des modèles génériques. Et donc dans ce cadre-là, on pense qu'en fait il y a peu d'usages qui viennent remplacer, qui pourraient être remplacés par l'IA, même si, pleinement d'accord également avec ce qu'a dit Thomas, on recherche systématiquement à nous libérer de tâches récurrentes à faible valeur ajoutée pour nous concentrer sur ce qui est important et nous concentrer sur ce qui est le plus impactant, mais pas l'inverse. D'accord. Et tu mets le doigt sur l'importance de la relation humaine, clairement, entre vendeurs et clients et même au-delà. Gonzague, toi, comment est-ce que tu vois l'IA ? Est-ce qu'il y a un risque de dénaturation de cette relation et que, entre guillemets, ça automatise un peu le dialogue entre vendeurs et clients ? Merci Mathilde et bonjour à tous.
Bah oui, pour paraphraser un petit peu, ou pour enfoncer le clou par rapport à ce que viennent de dire Nicolas et Thomas, le luxe, c'est d'abord une histoire humaine. Ce qu'on va chercher dans le luxe, c'est l'appréciation de la qualité d'un produit, c'est l'artisanat. Ce qu'on va chercher dans le luxe, c'est la création artistique, c'est la désirabilité des marques. Ce qu'on va chercher dans le luxe, c'est l'expérience humaine, la connexion émotionnelle, comme tu l'as dit, l'enchantement, les expériences sensorielles, et notamment en magasin. Donc c'est vrai que l'IA dans le luxe doit être faite avec, je dirais, beaucoup de discernement, beaucoup de doigté, beaucoup d'éducation. Et on ne doit pas rentrer dans ce sujet de façon trop naïve. La bonne IA, la bonne implémentation de l'IA dans le luxe, c'est certainement une IA qui va se mettre au service des fondamentaux du luxe. Et notamment en magasin et sur la relation client-vendeur, comme tu m'y invites, l'IA peut être mise au service des vendeurs pour qu'ils puissent, comme tu l'as dit Thomas, libérer du temps pour se consacrer à leurs clients, aussi libérer, je dirais, l'esprit, leur esprit, pour être libérés totalement de toutes les contraintes, préoccupations, entre guillemets, un peu matérielles, pour pouvoir être émotionnellement connectés à leurs clients. Pendant cette visite magasin. Alors, deux illustrations pour donner des exemples. C'est dans les applications de clienteling dont Thomas parle et que maintenant toute l'industrie a, bien évidemment, où voilà, comment est-ce qu'on introduit l'IA générative. Alors, je prends un exemple chez Tiffany & Co, où dans les activités de clienteling, maintenant, les vendeurs, pour écrire leur message à leurs clients à distance, donc, vont être assistés par l'IA générative pour suggérer des messages, suggérer des corrections, suggérer des façons de parler, s'assurer qu'on est bien dans le ton de la marque, selon la plateforme de marque, etc. etc. Donc c'est une assistance pour écrire ces messages. Deuxième exemple, pour assister le vendeur, je dirais, pendant qu'il y a l'interaction avec le client. On a déjà la possibilité d'avoir visibilité sur le stock, soit dans le magasin, soit dans un magasin alentour, ou dans le e-commerce, etc. Donc voilà, il n'y a plus cette préoccupation de savoir si, voilà, on va parler d'un produit au client, mais est-ce qu'il est là dans le stock, etc. Ça, c'est bon, on a accès à cette information. Avec l'IA générative, maintenant, on peut aussi, et c'est une solution LVMH Tech, qu'on est en train de co-développer avec Céline et qui va être déployée dans toutes les maisons du groupe, pour pouvoir interroger en langage naturel toute la base documentaire, tous les processus du magasin qui peuvent être complexes, des clientèles internationales, des paiements en cash, remboursement de TVA, etc. Des choses qui peuvent être un peu compliquées, et notamment pour un jeune vendeur. Il y a plein de procédures qui sont très bien écrites, mais voilà, on peut les interroger en langage naturel. Voilà deux exemples d'utilisation de l'IA générative dans nos apps de clienteling qu'ont les vendeurs sur le shop floor en magasin. Alors Gonzague, tu as commencé à mettre le doigt sur les cas d'usage opérationnel de l'IA en magasin pour avoir le produit au bon moment, au bon endroit, pour servir et pour faire rêver le client au-delà de l'émotion dans la relation avec le vendeur. Et ce sont effectivement, dans notre étude Bénédicte, les cas d'usage de prévision de vente, d'allocation de stock qui sont les plus déployés aujourd'hui. Et dans 2 ans, on s'attend à ce qu'il y ait 60% des maisons soient équipées. Alors Thomas, dans le monde de la joaillerie, et qui là est vraiment sur des très faibles volumes, comment l'IA peut-elle vous aider à prendre des meilleures décisions sur les quantités à produire, sur les allouer au bon endroit au bon moment? Et est-ce que l'IA, un jour, pourra remplacer la magie de l'expertise et de l'intuition humaine sur l'allocation de stock? Merci pour la question. Enfin, tu sais qu'elle m'est chère, étant donné mon passé en supply chain et mon métier d'avant, si j'ose dire. Et c'est vrai que quand on parle de données d'intelligence artificielle, de façon générale d'ailleurs, même en dehors de la sphère du luxe, on fait souvent le raccourci vers le sujet client. Et on a pu illustrer, je crois, tous ensemble dans nos réponses précédentes, qu'effectivement, il y a un intérêt de niche et spécifique et contrôlé sur cette sphère client à utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas dans notre industrie. En réalité, chez Cartier en particulier, l'utilisation de l'intelligence artificielle n'a pas démarré sur la sphère client.
comme on l'imagine, je dirais naïvement, mais a démarré plutôt sur les métiers de la supply chain. Et je pense que ce démarrage, je dirais, initial en supply chain est avant tout lié à la culture. C'est-à-dire que la culture de nos équipes opérations, elle est historiquement data-driven. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui, au quotidien, prennent un nombre large de décisions quant à distribuer nos produits, quant à planifier, quant à dimensionner nos capacités industrielles. Et de fait, elles avaient l'habitude de travailler avec un certain nombre de données quant à exécuter, si j'ose dire, leurs tâches. Et cet aspect culturel, du coup, nous a facilité probablement au départ, si j'ose dire, le développement de nos premières initiatives autour de l'IA et bien sûr leur adoption au sein de ces mêmes équipes. Et alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le sujet adoption et culture, dans le cadre de l'IA spécifiquement, on en parle souvent à la fin. Dans les faits, c'est l'une des raisons principales qui fait que ça marche ou ça ne marche pas. Et donc là, on avait, je dirais, par chance, le terreau fertile pour le faire. Et alors, désolé pour les experts dans la salle, mais peut-être pour donner un peu de contexte quant à nos activités supply chain, de façon assez simple, elles se séparent, je dirais, en 3 métiers. Un métier de dimensionnement de nos capacités industrielles à long terme, un dimensionnement qui est bien sûr, qui reflète l'ambition aussi de la maison et la réalité, comment dire, de nos activités. Une deuxième activité à moyen terme qui est plutôt la planification et décider quels produits fabriquer au sein de ces capacités industrielles installées. Et un dernier métier plus court terme qui concerne plutôt l'allocation de nos créations vers nos marchés, vers nos boutiques, je dirais quasiment en temps réel, relativement à ce qui a encore une fois été produit par nos manufactures. Et c'est sur cet aspect court terme qu'on a initialement développé nos premiers modèles d'intelligence artificielle. Alors j'aimerais revenir sur le sujet des faibles volumes. C'est un vrai sujet dans l'industrie du luxe et c'est un sujet qui en plus est assez paradoxal puisque on travaille aujourd'hui sur des maisons qui ont des tailles significatives mais qui, de façon granulaire, travaillent avec des faibles volumes. Et par faible volume, par exemple, quand on parle de la probabilité de vente d'un produit donné dans une boutique donnée à un instant donné, on parle plutôt généralement de 0. Donc on est sur des données qui sont grosso modo résumées dans des matrices de 0. Et néanmoins, on essaie d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à prendre des meilleures décisions. C'est un peu ça notre réalité. Et il s'avère qu'en fonction de comment on pose le problème, comment on regarde bien sûr nos horizons temporels, quels sont les facteurs explicatifs que l'on peut utiliser pour alimenter nos modèles, on arrive à faire des choses qui sont pertinentes et qui, dans notre cas, déjà autour de 2017, étaient en capacité de générer des résultats qui étaient au moins équivalents d'un point de vue précision à ce que faisaient nos équipes manuellement. Et ça veut dire que on n'a évidemment pas utilisé ces algorithmes pour remplacer nos équipes. On a utilisé ces algorithmes pour les augmenter. On a utilisé ces algorithmes pour, au-delà d'essayer de les faire résoudre un sudoku géant chaque jour qui n'a pas de solution fondamentale, on a plutôt utilisé les résultats de ces modèles pour leur donner une configuration initiale qui est considérée comme idéale par l'algorithme, mais qui est de fait complétée par une expertise métier, par des connaissances, par quelque part le business acumen et par des paramètres qui sont inconnus du modèle. Donc en fait, on ne décide pas mieux de façon brute. Par contre, on est capable de décider beaucoup plus vite et on est capable, encore une fois, d'aller infuser dans ces décisions des paramètres que la machine ne connaît pas et qu'en fait, on ne sait pas nécessairement modéliser. Et c'est là qu'on a, connu nos premiers succès dans cette capacité à décider plus vite, à du coup distribuer plus vite nos produits vers nos marchés, vers nos clients, et quelque part à s'adapter à la réalité de nos marchés, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. Et bien sûr, sans surprise, d'autres cas d'usage ont été développés ensuite. Tu parlais de la prévision des ventes, sachant que sur ces aspects-là, en fait, je dirais qu'on a changé, ou plutôt on est devenu un peu plus mature, c'est-à-dire qu'on a accepté qu'on ne sait pas. Et on a accepté qu'on ne peut pas prédire l'avenir. C'est un peu naïf, mais c'est néanmoins une réalité. Et du coup, plutôt que de regarder un signal médian ou déterministe qui est fourni par un algorithme, on va plutôt s'intéresser à l'intervalle de confiance. Et on est plutôt intéressé par l'incertitude que l'on a, quelque part, à réaliser ou pas le scénario qui est proposé par la machine. Et c'est ça qui nous permet aussi d'opérer de façon un peu plus fine aujourd'hui et de prendre des décisions, si j'ose dire, documentées. En ce qui concerne l'aspect, je dirais, valeur, je ne peux évidemment pas parler de résultats financiers aujourd'hui. Pour moi, je vois deux aspects. Il y a un aspect client, c'est-à-dire que quand je suis client
et que je vais en boutique et que j'ai plus de chances de trouver le produit que je recherche, bien sûr, je suis satisfait, plutôt que de devoir potentiellement attendre ou aller dans une autre boutique, etc. Donc je pense qu'on a travaillé sur la valeur et la satisfaction client. Et de l'autre côté, bien sûr, on a aussi travaillé sur quelque part l'optimisation de nos ressources, puisque ça veut dire qu'à ISO ressources, on peut répondre mieux à la demande et idéalement générer un chiffre d'affaires plus important. Alors, on va revenir 2 secondes à la personnalisation de la relation client et on va sortir des murs de la boutique. Il y a plein d'autres points de contact avec les clients et notamment le marketing, la communication. On parle beaucoup d'IA dans la création de contenu marketing. Gonzague, en 2 secondes, où en est le luxe sur ce sujet ? Alors, oui, de fait, l'industrie, je dirais, de la création de ces assets marketing, a pris ce sujet de l'IA générative vraiment à bras-le-corps. Et je pense que l'industrie luxe, en tout cas LVMH, n'est pas à l'écart de cette révolution qui est en cours dans cette industrie de fabrication des assets marketing. Néanmoins, on est dans le luxe, donc on s'est attaché à garder 3 principes très importants. Premier principe, c'est de garder l'humain au cœur. L'humain au cœur au cours de chaque étape de la création des assets marketing, que ce soit des étapes de recherche, d'idéation, de production, de création ou de diffusion. À chaque fois, on garde toujours l'humain au cœur. Deuxième principe, c'est l'utilisation responsable de l'IA. On a publié maintenant, il y a quelques semaines, une charte de l'IA responsable chez LVMH qui s'impose à nous et à tous nos partenaires, tous nos fournisseurs, etc., qui couvre tous les aspects de la Responsible AI. Donc les aspects juridiques, les aspects éthiques et les aspects RSE de l'IA. Et puis troisième principe, c'est un peu un principe de discrétion. Tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, l'IA, c'est un outil. Voilà, en fait, on le considère vraiment comme un outil qui vient augmenter nos people, qui vient augmenter le savoir-faire de notre personnel et de nos partenaires. Mais ce qui va compter à la fin, c'est de faire un asset marketing qui soit réussi, qui soit capable de créer une connexion émotionnelle avec son public, et quelque part, qu'il ait utilisé l'IA générative ou qu'il ne l'ait pas utilisé, c'est pareil. Donc bien sûr, on garde toutes les mentions légales qui sont nécessaires, mais il n'y a pas de fierté particulière à avoir utilisé l'IA générative ou à ne pas l'avoir utilisée. D'accord. Alors, on voit des champs d'application de l'IA qui sont quand même absolument gigantesques tout au long de la chaîne de valeur et qui touchent au vrai levier de création de valeur dans le luxe. La question qui se pose, c'est quand même comment est-ce qu'on la capture, cette valeur ? Et Gonzague, toujours toi, mais quelle est la bonne approche, la recette magique ? Déjà pour faire des choix, parce que vous avez un champ magique d'opportunités, mais il va falloir faire des choix sur les tests, passer du test à l'industrialisation, et puis après, mesurer l'impact pour convaincre les instances supérieures aussi qu'on avance et qu'on continue. Comment on s'y prend ? Alors, je pense qu'il y a d'abord un choix initial fondamental qu'on a pris sur l'IA, c'est de mettre l'IA, on va chercher les use cases, comme je disais tout à l'heure, vraiment au cœur des priorités business. C'est-à-dire que parfois, quand on a des trucs un peu innovants, on va se dire on va les essayer sur les sujets un peu périphériques de l'entreprise, on va apprendre, test and learn, etc. Ce qui a d'ailleurs assez vertu. Mais là, le sujet nous a paru tellement important, tellement sérieux, tellement transformatif, qu'on s'est dit non, on va utiliser l'IA, on va expérimenter l'IA sur les sujets cœur de l'entreprise. Et deuxième chose, sur les sujets cœur du métier, donc les sujets cœur du métier du luxe, pour être accepté et adopté, comme tu l'as dit Thomas. L'IA doit créer de la valeur en tenant compte non seulement, bien sûr en calculant tous les bénéfices induits de l'utilisation de l'IA, mais non seulement en IT, on calcule surtout les CAPEX. Là, dans l'IA générative, il faut aussi regarder les OPEX. Il y a quand même un petit côté où ça coûte un peu plus cher. Donc c'est important de bien mettre tout ça dans l'équation pour bien s'assurer qu'on a vraiment créé de la valeur business pour l'entreprise. Et enfin, dernier élément, pour mesurer la valeur, il nous faut des standards de controlling. Voilà, donc on parle au CFO, puisqu'on est au cœur du métier, maintenant de nos métiers, du business. Donc de parler avec les CFO pour établir des standards de controlling qui soient partagés par toutes les parties prenantes et qui soient industrialisés, finalement, comme on a des standards pour l'ouverture d'un magasin ou autre. D'accord. Et alors, on n'a pas d'IA, et Nicolas, tu as commencé à toucher le sujet, sans données, et des données de nature de plus en plus variées avec l'IA générative, bien sûr.
Et puis aussi pas d'IA sans plateformes tech modernes qui se parlent, qui sont interconnectées, etc. Thomas, quels sont en résumé les challenges que vous rencontrez là-dessus et comment vous avancez là-dessus? Alors c'est vrai que l'utilisation progressive ou quelque part l'embedding de l'intelligence artificielle dans nos processus métiers a soulevé d'autres problématiques que l'IA spécifiquement. Alors on a parlé de l'adoption, du changement culturel potentiel, etc. Il y a un sujet fondamental qui est évidemment celui de la technologie et de l'infrastructure qui supporte les modèles et qui, quelque part, aussi héberge nos données. Et je dirais qu'avec les outils d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a quelques-uns sur le salon ces jours, et la maturité grandissante des équipes sur les sujets d'IA, je dirais qu'on peut développer un cas d'usage simple et fonctionnel en quelques semaines, voire quelques jours si on est chanceux. Mais au-delà de démontrer que ce cas d'usage potentiel a de la valeur, il y a un autre sujet qui est celui de s'assurer demain qu'il est utilisé de façon productive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que ce soit un joli script qui tourne sur une machine et qui démontre que, on doit s'assurer qu'on est connecté à des données en temps réel, des données qui sont elles-mêmes générées en temps réel par différents systèmes que l'entreprise opère, de l'inférence en temps réel, être en capacité d'interagir avec nos modèles en temps réel. On doit s'assurer que l'ensemble de nos exigences en termes de sécurité, et elles sont nombreuses, sont évidemment reflétées dans l'infrastructure et dans la construction du modèle quand on parle de ce que disait tout à l'heure Gonzague autour de tout le thème de la Trustworthy AI. Et enfin, on a bien sûr un sujet, je dirais, de régulation, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que le stockage, la gestion de nos données, notamment des données tiers, répond à l'ensemble des régulations. Et du coup, tous ces thèmes-là, mis bout à bout, c'est quelque part le passage à l'échelle. Et c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui pour aller à l'étape d'après et pour sortir du mode on fait pas mal de pilotes mais qui reste isolé, à un mode beaucoup plus généralisé et qui est déployé dans l'ensemble des équipes ou de l'ensemble des processus là où il est pertinent d'être déployé. Et je dirais que pour ce passage à l'échelle, du coup, on a deux sujets, je pense. Il y a un sujet d'expertise métier, beaucoup plus étendu que la simple, et désolé pour le mot, expertise du data scientist. On a besoin des data scientists, mais ils ne sont plus suffisants. Donc on a besoin d'autres types d'expertise entre le cloud, le data engineering, l'analytics engineering, le machine learning engineering, etc., qui vont compléter les core skills du data scientist. Et à côté de ça, et c'est notre sujet là, c'est le sujet plutôt de la tech. Et je crois que ces dernières années, on a vu d'abord apparaître des solutions qui étaient un peu fragmentées ad hoc, si j'ose dire, aux solutions un peu existantes dans les entreprises, pour faire spécifiquement de l'IA. Donc on a fait l'IA à côté de ce qu'on avait déjà, notamment nos solutions standards de business intelligence, par exemple. Et je dirais la décision qu'on a prise, en tout cas au sein du groupe, c'est plutôt une décision de convergence et d'unification. C'est-à-dire qu'on a souhaité tacler le sujet de l'accès à la donnée et l'accès à la donnée à l'échelle. Puisque, comme tu le disais Mathilde, l'ensemble de ces modèles, de ces algorithmes, ils sont gourmands en données, donc ils ont besoin de données. Et normalement, la plupart de nos données, elles se trouvent dans des systèmes opérationnels qui sont utilisés par nos équipes au quotidien et qui, pour certains, n'ont pas vraiment été construits pour être, ouverts et pour permettre un accès aux données de façon simple. Donc il y a un vrai sujet d'accéder à la donnée et quelque part de la rendre disponible et consommable par ces algorithmes. Et du coup, ce choix d'unification, c'est un choix qu'on a fait à l'échelle du groupe et qui, en fait, se résume à dire on choisit un partenaire technologique. Avec ce partenaire technologique, on construit nommément une plateforme de données unifiée. Sur cette plateforme, on va incorporer l'ensemble des données pertinentes de l'entreprise. Et on va bien sûr s'assurer que l'ensemble des contrôles de sécurité requis soient mis en œuvre sur cette plateforme, inclus tous les sujets de gestion des accès et bien sûr encore une fois les sujets plutôt régulatoires. Et c'est sur cette plateforme qu'on construit des capacités data et IA, je dirais à la carte, mais qui vont de la simple BI jusqu'à de l'IA générative quand les équipes qui opèrent la plateforme ont capacité à développer ce genre de cas d'usage. Et donc ce choix qu'on a fait de la défragmentation, c'est encore une fois un choix qu'on voit beaucoup en dehors aussi de notre industrie, mais qui nous semble pertinent pour être en capacité de passer à l'échelle demain et le cas échéant aussi ne pas être limité computationnellement, sachant que l'arrivée de l'IA générative nécessite aussi des ressources adaptées.
Alors, on parle de data. Je reviens sur un chiffre de notre étude. 40% des maisons qu'on a interrogées sont inquiètes des risques liés à la propriété intellectuelle. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Alors, effectivement, en fait, c'est la partie la plus sensible. Ouais. Et on parle d'intelligence artificielle générative, c'est celle qui se veut créative, génératrice. Et pour autant, il ne faut pas foncer tête baissée, parce qu'on n'est pas garanti d'être totalement protégé. Effectivement, on va se retrouver c'est essentiellement un sujet juridique. On va mettre nos données dans des clouds. Ces clouds ont des architectures qui sont réparties dans l'ensemble du monde. Et on le sait tous, les législations qui ont été établies ne suivent pas toute la même doctrine de protection des données. Par ailleurs, nos fournisseurs technologiques sont pour la plupart non européens. Or, nos maisons sont pour la plupart européennes. Donc, nous ne sommes pas forcément les plus protégés. Et d'autant plus que notre modèle de fonctionnement est un modèle, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait imaginer, est un modèle très ouvert. Nous avons des partenaires partout, nous avons des fournisseurs, nous sommes interconnectés, nous animons un écosystème qu'il est difficile de pleinement contrôler si on voulait déployer de la GenAI. Et là, on pourrait avoir des contrats qui nous protégeraient sur un tronçon, mais pas sur la totalité de la chaîne. Et notre risque de bout en bout de protection de nos connaissances, puisqu'on y met nos données, n'est pas garanti. Donc ça, c'est un premier élément, un premier point de vigilance qui est aussi un frein. Et deuxième élément qui est encore un petit peu plus complexe, c'est que les modèles, les patterns, sont construits sur la base des données que l'on fournit. Qui est propriétaire de ces patterns ? D'autant plus lorsqu'on est dans un écosystème très ouvert, avec des fournisseurs qui vont nous fournir de la matière première, qui vont nous fournir des prestations de fabrication de produits finis, semi-finis. Qui est propriétaire de cela ? Est-ce que ce ne sont pas justement d'ailleurs les plateformes technologiques ? Et la propriété de cette algorithmie, en fait, c'est notre savoir-faire, que parfois nous ne savons même pas nous-mêmes modéliser. Donc là, il y a une interrogation qui n'a pas encore été levée pleinement, qui nécessite la mise en place de protection de nos savoir-faire et de nos connaissances. Point juridique, mais on a aussi un point finalement réputationnel, voire même existentiel. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez une intelligence générative, que ce soit pour créer un texte, une image, et a fortiori des produits, des services, vous allez l'opposer à l'effort, l'expérience accumulée, au talent, à la connexion émotionnelle dont on parlait, qui prend des années, qui est valorisée parce qu'il y a derrière des années et des années d'apprentissage, versus un produit ou un service, ou même de façon très simpliste, un texte, une image, peu importe, qui aurait été généré en quelques secondes, sans effort apparent. Quelle valeur vous apportez à ce produit versus l'autre ? Et là, ça risquerait de nous banaliser. D'accord. Et là, on n'est plus dans le luxe. D'accord. On aurait quitté notre marché. Donc là, on a ces réflexions-là qui sont absolument nécessaires parce que de toute façon, on veut tous en bénéficier et ça a été dit plein de fois, on veut tous faciliter notre vie au quotidien et faire en sorte qu'on soit plus efficace, mais on ne peut pas être efficace au détriment de ce que nous sommes. On ne peut pas être efficace au détriment de notre spécificité et de la protection de nos savoir-faire et de nos connaissances. Alors tu parles de banalisation et de risques réputationnels liés à ça. On voyait au tout début dans la vidéo une IA qui se mettait au service des équipes créatives, sans les remplacer, mais pour les augmenter, pour enrichir l'inspiration, accélérer le processus de visualisation. Prenez l'exemple par exemple de The Couples, hors du monde du luxe, mais qui a communiqué sur la création d'une collection totalement générée par l'IA. On est dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce qu'un jour, le luxe pourrait franchir ce pas-là ? Nicolas ? Pour toutes les raisons qu'on a mentionnées précédemment, on n'ira pas sur la création. Parce que justement, on reste dans l'humain et je pense qu'on l'a tous dit, tous ensemble. En revanche, on pourrait imaginer supporter certaines de ces tâches pour nous augmenter plutôt que de nous remplacer,
pour faire en sorte que nous soyons plus concentrés sur l'essentiel. Ouais. Et là, ça c'est Et intéressant. même dans la création, donc. Et peut-être, pourquoi pas sur la création, et très objectivement, on explore ce genre de choses. On a plein de projets, plein d'expérimentations, de façon à pouvoir comprendre et être dans le mouvement. D'autant plus qu'on est sur un marché qui évolue à une très grande vitesse. Donc on ne peut pas s'exclure de cela. Mais on protège nos fondamentaux. Et un des points qui est essentiel aussi pour nous, c'est un continuum. On est dans la création, mais en même temps qu'on crée, on fait un prototype, on l'essaye, on continue à créer dans un processus itératif. Si on n'est pas capable de lier l'ensemble des éléments de cette chaîne, en fait, ça peut nous servir. Et là où ça sera intéressant, c'est le jour où on arrivera à connecter, à fabriquer en même temps et monitorer ou animer par une intelligence artificielle la création d'un prototype, voire la création d'un produit ou d'une partie d'un produit. Ça serait vraiment disruptif. On en est encore très 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 loin. D'accord. Alors, on va prendre un petit pas de recul et on va se projeter dans un monde où plus de risques alpi, plus de contraintes, data, d'infrastructures technologiques, etc. Donc dans un monde simple, j'adorerais avoir vos idées de chacun d'entre vous sur qu'est-ce qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui dans les champs d'application de l'IA. Gonzague, tu commences ? Ouais, je vais rebondir sur ce que disait Nicolas, parce que là maintenant on n'a plus aucune contrainte, donc on peut y aller. Donc je dirais, voilà, pour rebondir un peu ça, c'est pas tellement que les artistes utiliseront les outils d'IA générative dans leur processus, etc., ce en quoi on est aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, des artistes s'empareront de cet outil et ils l'utiliseront à des fins qu'on n'imagine pas encore. Ils casseront l'outil. Et j'aime bien cette image que, voilà, un peu comme Jimi Hendrix, il a cassé sa guitare, il a mis le feu à sa guitare, et ce jour-là, il y a une page incroyable du rock'n'roll qui a été écrite. Et bien peut-être qu'un jour, il y aura des artistes qui n'utiliseront pas simplement une guitare, quoi, ou qui utiliseront simplement l'IA générative, mais qui vraiment casseront le truc et feront un truc qui se diront, voilà, au-delà de tout ce qu'on peut aujourd'hui imaginer. Et juste pour illustrer ça, je parlais il y a un peu plus d'un an à un des grands leaders du groupe, LVMH, au sujet de l'IA générative, etc. Je lui décrivais tout ce qu'on pouvait faire, etc. Et puis bon, ça l'intéressait mollement, jusqu'au moment où je lui parlais du grand problème des hallucinations. Elle a dit, bah oui, le problème c'est parfois ça hallucine. Et là, il a levé un sourcil, il m'a dit, c'est justement ça qui m'intéresse. Thomas ? Alors, je crois que l'un des sujets qui a un potentiel grandissant, et ma réponse va paraître peut-être un peu paradoxale par rapport à la question posée et à l'IA, mais un sujet qui a un potentiel grandissant, c'est pour moi celui de la sustainability. Vous savez peut-être qu'on est en train de vivre un changement de paradigme sur ce thème, puisque notamment en Europe, quelque part drivé par ce qu'on appelle le Corporate Sustainability Reporting Directive, on est en train de passer d'un mode où communiquer l'empreinte climatique de ces activités était plutôt volontaire et selon le goodwill des maisons, à une situation qui est réglementée et qui, quelque part maintenant, encadre la récolte et la mesure des données climatiques et qui oblige leur publication dans un rapport annuel non financier. Et pour moi, c'est une réelle opportunité. C'est une réelle opportunité parce que ça signifie qu'on va devoir traiter nos données climatiques avec la même exigence en termes de vélocité, en termes de qualité, en termes de capture que nos données transactionnelles. Et ça signifie aussi qu'on va pouvoir utiliser l'IA demain sur une sphère qui est celle de la sustainability et pour idéalement trouver des patterns ou identifier des approches qui nous permettront de réduire notre empreinte. Alors je vais essayer de compléter parce que je m'inscris totalement dans ce qui a été dit précédemment. Moi je suis assez convaincu, et pas que moi, que en fait on va tous avoir les mêmes services. On va mettre en place des plateformes, c'est pas très difficile. On va trouver des use cases, c'est pas très difficile. Les consultants vont nous aider à faire en sorte qu'on ait tous les mêmes, parce qu'ils vont tous partager les mêmes missions. Et donc on va pas avoir de différenciation. La vraie différenciation, elle va être dans ce qui fait ce que nous sommes. En fait, c'est un métier de création, bien sûr, mais aussi d'excellence opérationnelle. C'est de l'artisanat. C'est la capacité à faire des produits d'un niveau d'exception rare. Et c'est là que je crois que s'il n'y avait aucune contrainte, que l'on pourrait aller un cran plus loin et
organiser la transmission des savoirs et des savoir-faire. C'est extrêmement compliqué. Faire un sac Chanel, il faut au moins 10 ans de formation pour savoir faire un sac classique. J'ai essayé personnellement, ça n'a rien donné. Et je comprends à quel point c'est compliqué. Mais la transmission de ce savoir, si l'IA pouvait nous permettre de supporter l'ensemble, serait vraiment quelque chose de disruptif parce qu'on garderait notre ADN. Bénédicte, le mot de la fin. Alors précisément, je rebondis sur ce que vient de dire Nicolas pour vous dire que demain est déjà aujourd'hui, puisque dans le cadre de France 2030, vous savez qu'il était ce grand appel à projet pour dessiner la France de 2030, le comité Colbert a présenté avec l'école des mines et le campus mode, métiers d'art et design un grand projet qui s'appelle Ressources. Et Ressources vise à créer une bibliothèque digitale perpétuelle des gestes des artisans, associée à la robotique. Donc on capte, avec tout un tas de systèmes de capteurs sur les artisans, on capte leurs gestes, on vient les numériser, et puis quand on recrutera des nouveaux artisans, eh bien voilà, on pourra contrôler qu'ils ont la bonne posture, le bon geste, et tu pourras peut-être faire un sac digne de ce nom, Nicolas. Et donc, c'est un projet sur lequel on travaille déjà sur des prototypes avec deux maisons que sont Christophe et Van Cleef & Arpels, et LVMH vient de nous rejoindre sur ce projet. Donc je pense que ça va encore accélérer ce magnifique projet qui s'appelle Ressources. Un grand merci pour vos témoignages. Alors en synthèse, moi je retiens quelques idées. On est vraiment sur une révolution. Ça avance très vite et ça avance dans les grandes maisons, mais aussi dans les petites. Mais je reviens sur ton mot initial, Bénédicte, dans une révolution discrète. C'est pas une IA qui va remplacer, mais c'est une IA qui va augmenter et avec une approche, tu disais, extrêmement subtile pour répondre aux spécificités, à l'émotion et aux fondamentaux de la marque. Et chacun, vous l'avez bien montré, avec une approche différente en ligne avec votre philosophie de maison. Et je ressens aussi beaucoup d'humilité dans vos propos. On est dans une IA qui est au service du business, au service du client, dans une innovation qui est utile et responsable aussi. Donc les idées foisonnent et j'aimerais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour voir si ces idées prennent vie. Merci encore à tous.